Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Et nous allons parler aujourd'hui des enjeux liés au secteur de l'aéronautique. Alors pour parler des enjeux spécifiques RSE et devoirs de vigilance liés à ce secteur, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Dupic. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner. Donc tu es directeur éthique et conformité groupe de Dassault Aviation et par ailleurs ancien procureur. Alors peut-être est-ce que tu peux nous présenter rapidement Dassault et toi au sein de Dassault, quelle est ta fonction et ton périmètre d'activité ? Alors Dassault est je crois on peut le dire, un fleuron de l'industrie française qui a fêté ses 100 ans, qui construit à la fois des avions civils, qu'on appelle le Falcon, il y en a à peu près 2100 aujourd'hui en circulation, mais également les avions militaires, l'aviation de chasse, on se rappelle du Mirage, aujourd'hui la Rafale, avec ses succès bien sûr à l'export. Alors c'est à peu près 7 milliards de chiffre d'affaires et aujourd'hui environ 13 500 employés partout dans le monde. Et donc toi, tu es directeur éthique et conformité ? Alors au sein de cette structure, effectivement, j'occupe les fonctions de chef du département éthique et compliance, c'est-à-dire direction éthique et conformité. Une petite équipe, je crois que c'est caractéristique de ce métier de la compliance. On est 5 aujourd'hui en direct, auquel m'est rattaché également la protection des données et l'intelligence artificielle, donc ce qui fait 4 personnes en plus, mais également l'export contrôle, les sanctions, ce qui fait également 4-5 personnes en plus. Donc voilà, donc petite équipe. Alors la direction éthique et conformité, elle fait partie des 12 autres directions du groupe, donc elle a une importance, elle a un rôle assez important dans l'entreprise, et puis surtout, particularité, par rapport notamment à d'autres directions éthique et conformité, elle est autonome et indépendante, c'est-à-dire qu'elle relève uniquement du PDG, elle ne relève pas d'une direction juridique ou une direction des risques. Très bien. Alors, au regard de ton secteur, quels sont selon toi les enjeux en matière de, on va dire, compliance RSE, devoir de vigilance ? C'est quoi vos spécificités, ce que vous devez tenir compte pour la mise en place de la démarche ? Alors c'est vrai que le secteur aéronautique en matière de ESG ou de RSE en français nécessairement emporte certains enjeux extrêmement forts. Premier enjeu, c'est l'enjeu environnemental. C'est une industrie effectivement qui pollue. Donc il n'est pas possible aujourd'hui, contrairement au désir de certains, de pouvoir voler en électrique. Ça n'existe pas, en hydrogène liquide non plus. Donc nécessairement, c'est une source carbonée. Et donc les industries aéronautiques, les constructeurs aéronautiques se sont lancés dans un carburant qui soit un peu plus décarboné. C'est ce qu'on appelle le SAF, ce qui veut dire en bon français le Sustainability Aviation Fuel, c'est-à-dire un carburant qui soit moins polluant. Alors c'est un enjeu extrêmement important parce que ça signifie reconcevoir les moteurs et donc c'est des enjeux industriels extrêmement importants. Donc ça c'est le premier aspect sur le E de environnement. Le deuxième enjeu, me semble-t-il important sur le S de social ou responsabilité sociale, c'est évidemment des industries qui sont présentes comme d'autres dans de nombreux pays du monde. Pour notre part, nous sommes présents en Égypte, en Inde par exemple, des pays qui n'ont pas les mêmes lois en matière de droits sociaux. Je cite souvent un exemple, c'est le droit du travail qui est en Inde légal à partir de 13 ans. Et vous imaginez bien des systèmes de valeurs effectivement qui sont pas les mêmes que nous encore aujourd'hui. Et donc c'est un enjeu compliqué pour une entreprise comme la nôtre. Alors force est de constater que pour l'industrie aéronautique, contrairement peut-être à d'autres industries comme le textile, ces métiers nécessitent un minimum de spécialisation qui nous ont permis
effectivement, de ne pas avoir à recourir au travail des mineurs, des moins de 18 ans. Et nous avons pris effectivement des engagements contractuels pour n'employer sur place que des majeurs. Mais vous voyez que c'est une possibilité que nous offre notre industrie un petit peu technique. Et je comprends les difficultés que peuvent représenter d'autres industries, comme par exemple l'industrie textile. Donc, enjeu important. Et puis, troisième enjeu, ESG d'une façon très générale, nous sommes une entreprise duale civile et militaire. Donc, l'enjeu militaire, de l'armement, effectivement, occasionne également une attention extrêmement importante. Alors là, on est sur une matière de souveraineté d'État. Les contrats se font d'État à État. Et j'allais dire, Dassault, finalement, ne choisit pas son client. Et on est plus en exécution d'une volonté de la France d'être présente, par exemple, de travailler avec les Indiens ou plus récemment avec les Serbes. Très bien. Et peut-être en matière de relations commerciales ou de structure de la chaîne de valeur, je pressens que ce sont quand même des partenaires assez réguliers que vous avez, ce qui permet finalement peut-être de maîtriser le risque. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une particularité sur les pays export de Dassault Aviation. Ce sont souvent de très vieilles relations commerciales. Marcel et Serge Dassault avaient déjà effectivement vendu, je pense que ça devait être l'Ouragan, c'est-à-dire les premiers avions à réaction à l'Inde. Il en est de même effectivement des pays comme l'Égypte. Donc une vieille relation qui fait que finalement ces pays sont habitués à travailler avec une entreprise occidentale qui a sa chaîne de valeur, notamment en matière de droits humains, d'égalité homme-femme. Donc ce sont des dispositifs finalement qui sont aujourd'hui pas trop compliqués au moment de la relation commerciale à mettre dans le contrat. Je crois que l'enjeu, on en parlera plus tard, c'est probablement d'assurer l'exécution dans le temps. Oui, alors justement, comment vous répondez à ces enjeux environnementaux, sociaux Alors effectivement, une entreprise comme Dassault, bien sûr, s'inscrit dans un rapport de durabilité qui sera le point d'arrivée. Différents dispositifs ont été mis en place. Tout d'abord, un comité RSE, avec un référent RSE, et bien sûr, le rapport annuel de vigilance, un comité de vigilance dont le directeur compliance que je représente est une partie extrêmement importante. Donc nous avons mis en place bien sûr des indicateurs et un reporting annuel sur ce sujet, ce qui participe quand même au RSE. Deuxièmement, on s'engage actuellement dans un projet de code de conduite des fournisseurs. Et alors, de nombreuses entreprises ont déjà adopté ce code. La particularité de ce qu'on entend mettre en place, c'est qu'il soit vraiment conforme aux derniers standards. Donc, c'est finalement pour toute la supply chain, c'est-à-dire les contrats en cascade s'agissant de la fourniture de biens ou de services, c'est dès le début, avant même la relation finalement commerciale, la négociation du contrat, d'afficher nos valeurs. D'afficher nos valeurs par rapport au respect, bien sûr, des droits humains, égalité homme-femme, non-discrimination. Mais d'une façon plus générale, en fait, afficher nos valeurs d'entreprise européenne. Donc dans ce document, ça dépasse un peu le sujet d'aujourd'hui, mais on aura également les obligations en termes de protection des données, qui participent un peu peut-être aux droits humains, la sécurité des données à travers ce qu'on appelle le règlement NIS 2, pour l'industrie aéronautique également les règles safety, c'est-à-dire des règles qui encadrent la production de toutes pièces pour la sécurité aérienne. Donc un ensemble de grandes règles, de grandes valeurs. Et toute personne qui voudra travailler avec Dassault Aviation, tout fournisseur devra s'engager effectivement dans cette charte. Alors on est également, comme tout dispositif de compliance, dans une démarche de formation de nos personnels et en particulier des acheteurs. Donc on a renforcé considérablement nos modules de formation sur l'aspect droits humains, devoir de vigilance. Et on l'a également intégré bien sûr dans notre dispositif d'alerte interne. On veut qu'on porte à notre connaissance d'éventuels manquements qu'on peut constater nos employés ou des parties prenantes extérieures à travers certains de nos sous-traitants. Et puis enfin, quelle démarche c'est aussi d'être présent dans des organismes internationaux. Donc moi je représente la société auprès de l'OCDE,
dans les comités droits humains, les comités anticorruption. On est également présent, bien sûr, comme beaucoup d'entreprises, dans le cadre des Nations Unies avec le Global Compact, auquel on participe. Donc voilà, donc on essaye effectivement d'avoir une approche qui soit pas de window dressing, qu'on réfute, mais vraiment d'afficher nos bonnes pratiques et ce qu'on affiche, de le mettre surtout à exécution. Et vous êtes très challengé par les parties prenantes, on va dire société civile, ONG, même syndicats peut-être en interne? Alors la société civile effectivement est demandeuse notamment sur la décarbonation. Donc effectivement, il est même arrivé que à l'occasion d'événements internationaux tels que le Salon du Bourget, qu'il y ait des manifestations extrêmement visibles sur cela. Je crois qu'effectivement, comme toute entreprise en interne, les représentations de personnel attendent effectivement une démarche d'égalité d'hommes-femmes et de prévention des discriminations, ce qu'on fait. C'est vrai que nous sommes finalement à l'échelle des grands groupes, si on se compare à Airbus, Thales, Safran ou même à Boeing, on est finalement une petite entreprise. Alors c'est une force, mais c'est également parfois une faiblesse, puisqu'on peut, on peut plus facilement peut-être être la cible d'attaque. Et sur ce point, on a pu constater des processus de judiciarisation de certaines ONG étrangères, probablement dans des optiques de déstabilisation. Et là, je pense que c'est plus la déstabilisation d'une société française, industrie d'armement, qui était recherchée. Alors, donc, tu le sais, il va y avoir de plus en plus de réglementations en matière de RSE, conformité RSE. Selon toi, et peut-être aussi avec ta casquette d'ancien procureur, quels sont les enjeux véritables pour les entreprises dans les 5 ou 10 prochaines années et comment peuvent-elles se préparer? Alors, je vois deux enjeux principaux. Le premier, il est le changement extrêmement profond dans la présentation du bilan extra-financier, ce qu'on appelle le DEPF. Alors on sait que depuis une dizaine d'années, les entreprises ne présentent pas seulement leur bilan financier, mais également ce qu'ils mettent en place, notamment en termes d'RSE, mais jusqu'à présent, finalement, les indicateurs étaient extrêmement souples. Et le changement, c'est que bien sûr, la directive CRSD, la directive donc de responsabilité sociale des entreprises de l'Union européenne, pose des indicateurs extrêmement précis. On est en train de préparer le premier exercice, puisqu'il sera publié l'année prochaine pour l'exercice de cette année 2024. Et on se rend compte qu'effectivement, là, ce sont des indicateurs définis, qui ne permettent pas aux entreprises, effectivement, d'échapper, j'allais dire, à leurs responsabilités. Donc, je pense que ça va emporter de très nombreuses conséquences, et en particulier en termes d'organisation interne des entreprises. Qui, désormais, doit préparer ce document? Est-ce que c'est un directeur financier, ou extra-financier? Est-ce que c'est le directeur compliance? Est-ce que c'est le directeur RSE? Quelle est la relation entre le directeur RSE et le directeur compliance? Puisque finalement, in fine, on parle beaucoup de conformité à l'environnement, aux droits humains. Donc ça me semble un premier enjeu extrêmement important. Le deuxième enjeu, donc, ce qui doit conduire ce premier enjeu à, tel que prévu par la directive, à un rapport de durabilité. C'est-à-dire une organisation pérenne de l'entreprise sur les 10-20 prochaines années. Et je crois qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont prêtes, en réalité. On est en mode d'expérimentation avec un premier bilan, et même pour les commissaires aux comptes qui nous accompagnent. Donc c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, mais qui aura nécessairement des très très grandes conséquences. Le deuxième enjeu, pour moi, est la réussite de la mise en œuvre de l'obligation de vigilance. Le devoir de vigilance. Alors le devoir de vigilance, c'est quand même une obligation de résultat compliquée, puisque, je le rappelle, pour nos auditeurs, il s'agit de s'assurer d'une démarche de prévention pour que ne survienne pas un événement environnemental, une discrimination, un harcèlement, etc. Donc c'est extrêmement difficile, pas le travail des enfants par exemple, c'est extrêmement difficile parce que cette obligation, elle pèse sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire sur l'ensemble des sous-traitants.
autant les entreprises mettent en place des dispositifs pour s'assurer du niveau -1, c'est-à-dire le premier niveau de fournisseur, avec des obligations contractuelles, éventuellement des contrôles, des formations. Nous, c'est ce qu'on fait avec certains de nos principaux fournisseurs. Bon, je les rencontre, notamment en Inde, pour leur expliquer effectivement ces attendus de la directive européenne. Mais là, c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre à ces fournisseurs qu'ils doivent eux-mêmes faire assurer dans leur cascader dans leur chaîne de sous-traitance. C'est quand même difficile d'imaginer qu'une entreprise qui aurait mis en place un plan de vigilance et vraiment essayer de respecter ses obligations, finalement qu'elle soit mise en cause parce qu'un fournisseur à un rang 5 va faire travailler des enfants. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui nous inquiète, et qui nous inquiète d'autant plus que en termes de faisabilité, j'allais dire, que nous sommes dans un dimensionnement qui permet d'envisager la mise en place de process, mais nous pensons bien sûr à tout notre écosystème, c'est-à-dire notre petit PME, nos ETI, qui eux ne sont pas en mesure. Une petite entreprise de 15 personnes, de 50 personnes n'est pas en mesure de faire face à cette obligation. Donc c'est vraiment aujourd'hui notre vigilance, et je pense que ça sera un des enjeux effectivement des 10 prochaines années. Très bien, écoute, plein de beaux sujets en perspective. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est fini pour aujourd'hui, nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.